Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et je réalise aujourd'hui cette vidéo pour faire le point sur la perception qu'ont les Français sur les armes. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit café bien serré et suivez-moi pour cette vidéo en mode quiproquo. Dans cette vidéo, on parlera de plusieurs exemples et de points de vue qu'ont certains politiques ou journalistes au sujet des armes. Par contre, avant de commencer, il y a une petite chose très importante qu'il faut bien comprendre, cette chaîne est totalement apolitique. J'aurai seulement une approche technique de la question. Car oui les amis, sur cette chaîne, tout le monde est le bienvenu. Et tout le monde dans le sens large du terme, même si vous êtes mélenchoniste, vous êtes le bienvenu. Je vais même aller plus loin, le gars il est mélenchoniste, vegan, LGBT++, il est aussi le bienvenu. Même si on va pas se mentir, on pourra pas dire qu'il aura fait beaucoup d'efforts. Enfin bon, vous commencez à me connaître, vous savez que moi j'aime tout le monde, même que mon animal totem c'est le bisounours. Enfin bref, on va faire un développement totalement objectif et sans aucun parti pris. Alors, dans cette vidéo, on parlera de la tentative d'assassinat de Donald Trump. Je développerai avec vous un aspect technique qui, à mon sens, n'a pas été trop mis en avant. Je voulais aussi aborder ce sujet par rapport à la réglementation de détention d'armes en France et aux États-Unis. Et on parlera aussi du dramatique fait divers qui a eu lieu dans l'Allier, impliquant un ancien militaire à la retraite. Je voulais me servir de ce fait divers pour essayer d'étayer un petit peu la logique sur la réglementation française des armes. Mais comme d'habitude, je tenais à profondément remercier tous les souscripteurs et donateurs de la chaîne, aussi bien ceux qui me soutiennent par le biais de la souscription de la chaîne que ceux qui passent par Tipeee. Un immense merci à eux pour leur soutien, c'est très important, ça aide financièrement la chaîne, mais ça augmente aussi le référencement, ce qui aide beaucoup la chaîne. Si vous pouvez faire une petite contribution, vous aurez toute ma gratitude, alors merci à tous. Allez, la vidéo sur la perception qu'ont les Français sur les armes, c'est parti. Alors oui, je voulais commencer cette vidéo en vous partageant une expérience personnelle que j'ai eue il y a seulement quelques jours. Ma femme et moi, nous recevions un couple d'amis, une soirée entre amis tout à fait typique. Mais ma chaîne ayant maintenant une notoriété quasi nationale, le couple d'amis en question connaissait ma chaîne et le sujet dont elle traitait. Ni une ni deux, ils m'ont demandé de leur faire une petite initiation. À vrai dire, c'était même à l'initiative de madame. Petite précision, on est ici sur un panel de Français qui n'avaient jamais, mais alors au grand jamais, été en contact d'une manière quelle qu'elle soit avec les armes. Au niveau compétences, on était à 0,0. Ils s'y connaissaient autant en armes que le pape en breakdance. Et c'est spécialement pour cette raison que j'ai trouvé leur comportement très intéressant par rapport aux armes. Je leur avais préparé un truc bien propre, j'ai sorti pour madame mon pompe avec de la Brennec en pleine charge. Ah! Fuck! Totally fell out of my hand. Oui, il fallait bien lui chauffer un petit peu l'épaule à cette petite. Et vu qu'elle fait 1m60 et 45 kg, elle s'est retrouvée 3 mètres derrière, encastrée dans une étagère. Après, c'est elle qui voulait essayer. Mais bien entendu que je déconne, je suis pas un malade, j'ai sorti que de l'airgun à 3 joules. Et malgré la puissance du matos qui était plus proche de l'airsoft que d'autres choses, les tirs ont eu lieu dans mon stand privé, dans le garage, avec toutes les sécurités qu'elle a avec. Je sortais le matos un par un, toujours un seul opérationnel en même temps, toujours en sécurité, déchargé lorsqu'on allait aux cibles, un rapide petit briefing sur la sécurité avant de commencer la séance, une paire de lunettes pour les yeux, et c'était parti. Bon, vous commencez à me connaître, on peut pas vraiment dire que je sois un débutant, pourtant j'ai été scotché par la vision qu'ils avaient des armes. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Oui, parce que je tire fréquemment chez moi avec des amis, mais c'est très rare quand j'ai l'occasion de faire du tir avec des personnes qui n'ont jamais pratiqué. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Ils n'avaient pas la moindre idée du niveau de dangerosité, mais attention, autant en plus qu'en moins. Entre un airgun et une arme réelle, ils avaient un petit peu de mal à faire la différence au niveau de la performance. Et même si on est en train de tirer avec des airguns de moins de 3 joules, j'étais tout le temps derrière, hyper vigilant pour les assister. Beaucoup plus proche et tactile avec madame qu'avec monsieur, mais bon, on va pas se refaire. Mais malgré ma vigilance, j'ai été surpris. À un moment, mon ami m'a dit « Et c'est des petits plombs qui sortent par le canon ?» Pendant qu'il disait ça, il mettait le doigt juste devant le canon pendant la séance de tir. Oui, là, j'ai un petit peu flippé quand même. Mais tout ça pour vous dire une première chose déjà. Lorsqu'on fait une séance découverte avec des débutants, il faut faire vraiment très très attention. Il faut partir du principe qu'ils sont capables de tout en fait. Et c'est là justement que l'airgun prend toute sa place. Pour l'initiation, c'est totalement parfait. L'airgun est un matos idéal pour commencer le tir et s'habituer à la manipulation et à la sécurité. Et même si vous avez affaire à des personnes comme mes amis qui sont intelligents, instruits, posés, c'était pas des mioches écervelés de 18 ans qui sont arrivés
en sautant partout, tout en disant chouette, des gros pétards, on va tout défoncer. Non, il faut pas sous-estimer le danger lorsqu'on est avec des débutants. Il faut se donner une grosse marge de sécurité. Et au passage, mes amis en question, même s'ils s'étaient jamais intéressés à cette discipline, ils ont été totalement ravis. Ils ont vraiment pris du plaisir dans cette petite séance de tir. A priori, ils ont passé un bon moment et ils vont pas hésiter à refaire une séance à l'occasion, quoi. Comme quoi la pratique du tir peut être tout à fait une activité ludique et agréable. Non, je dis pas ça pour vous, hein, vous êtes au courant, mais pour tous ceux qui pensent qu'utiliser des armes pour se divertir est uniquement destiné à des maniaco-dépressifs à tendance schizophrène d'extrême droite. Par contre, c'est vrai que je me suis rendu compte d'un petit truc, c'est que l'airgun est un matériel qui a vente libre, et qui est très souvent acheté par des débutants sans la moindre compétence, mais qui quand même il peut rester dangereux. Parce qu'il faut quand même un minimum de compétences pour être utilisé dans des conditions de sécurité acceptables. Un jour, j'ai eu l'occasion de tester un airgun de 3 joules à une distance de plus de 70 mètres, ça claque encore pas mal, quoi. Apparemment, le projectile pourrait même rester dangereux jusqu'à 120 mètres. Alors les gros débutants qui achètent ça pour l'utiliser n'importe comment, ça peut être dangereux pour eux comme pour les autres. Ils peuvent par exemple l'utiliser dans leur jardin en mettant des planches collées contre leur haie, sans s'inquiéter que les projectiles peuvent traverser la haie et aller blesser quelqu'un beaucoup plus loin encore. Mais ils peuvent aussi se prendre des rebonds par rapport à la planche. Sans compter tous les écarts de sécurité qu'ils peuvent faire et qui peuvent rester très dangereux. Oui, parce qu'il faut quand même pas oublier un truc, avec seulement 3 joules, un projectile à 1 ou 2 mètres de distance, il traverse un t-shirt, il peut même toucher un organe en passant entre deux côtes. C'est pas un outil comme un autre. Pourtant, c'est acheté par n'importe qui et utilisé dans n'importe quelle condition. Les amis dont je vous ai parlé, admettons qu'ils connaissaient pas le grand Paul Lefebvre et qu'ils avaient envie de se lancer dans la pratique du tir chez eux. Ils auraient pu aller acheter 2-3 airguns et vas-y la cata au niveau de la sécurité. Vous voyez, une réglementation que je trouverais très intéressante, c'est que les airguns ou toute autre arme en vente libre soient vendus avec une fiche de consigne de sécurité sur laquelle il y aurait un lien pour visionner une vidéo sur laquelle on trouverait une petite formation avec des consignes élémentaires. Vous voyez, là, c'est le genre de truc que je ferais si un jour je suis Premier ministre. Oui, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le côté sournois du danger. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est personnellement arrivée. Je rappelle que j'ai commencé le tir à la carabine à plomb 6 ou 8 mois après avoir appris à marcher. Oui, c'est peut-être un petit peu abusé, mais j'ai commencé très tôt la pratique du tir. À 16 ans, j'ai eu mon permis de chasse. À 18 ans, découverte des revolvers poudre noire, licence de tir, tir au 38, 9 para, bon, voilà quoi. Oui, j'avais aussi pas mal de balles-trappes, service militaire dans lequel j'ai pas mal tiré. Et vers mes 30 ans, j'avais déjà pas mal pratiqué le tir sous pas mal de formes, et j'ai commencé à acheter des airguns pour tirer dans mon garage. Malgré mon cursus, je me suis fait surprendre. Je tirais au plomb sur une planche en bois que j'avais appuyée contre un mur dans mon garage. La vache, je me suis pris quelques rebonds de plomb qui me sont revenus dans les oreilles en sifflant façon western. Ouais, si ça m'avait tapé dans l'œil, ça aurait fait un massacre. Non, il faut vraiment se méfier avec les airguns. Normalement, c'est pas létal, mais ça peut faire quand même des dégâts. Et surtout, au sujet de ma dernière histoire, ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'on peut être surpris. Il ne faut pas sous-estimer les pièges qu'il peut y avoir. Mais quoi qu'il en soit, les airguns restent de loin la meilleure solution pour s'entraîner à la manipulation et à la sécurité. Et je vous le donne en mille, c'est quoi le meilleur endroit pour s'en procurer ? C'est Tom Airgun, le meilleur fournisseur sans comparaison possible pour l'airgun. Le shop est hyper spécialisé sur l'airgun, aussi bien pour les répliques que pour les carabines PCP ou même les simples carabines à ressort. Vous y trouverez un large choix de produits et pas mal de stocks. Enfin moi, perso, c'est là où je me sers. Les précautions nécessaires à l'utilisation de l'airgun, c'était le premier point que je voulais développer avec vous. Il me semble que c'était très intéressant de le faire. Mais le second point tout aussi intéressant, c'est l'idée que se fait le citoyen lambda sur la réglementation des armes en France. Je parle de l'idée sur la difficulté de se procurer des armes. Alors là, on a tout. Il y a une partie des gens qui pensent qu'on peut aller au centre-ville, dans une armerie, à récupérer autant de fusils d'assaut ou d'armes de poing qu'on veut. Oui, parce qu'en fait, ils confondent les magasins d'airsoft avec les armeries. Alors tu penses, il y en a plein les murs et c'est libre d'accès. Alors, waouh, il est pas cher ce M60. Et puis vous avez une autre partie de la population qui pense qu'en France, il est totalement impossible de se procurer de vraies armes. Et même des journalistes qui le pensent. Écoutez cet extrait d'une émission sur une chaîne bien connue. On apprend également à l'instant que le tireur ayant visé Trump a utilisé un fusil semi-automatique
acheter légalement, Patricia Lémonière et Jérémy Guez. Ça relance forcément le débat autour des armes à feu. On sait qu'il y a 300 à 400 000 armes en vente aux États-Unis, que dans certains États, il y a plus de législation autour, il faut décliner son identité, etc. Mais sinon, on peut les acheter, comme on a dit tout à l'heure, effectivement sur Internet. Et surtout, ces armes à feu que l'on achète, comme cette arme-là, on peut l'agrémenter d'éléments supplémentaires. C'est-à-dire qu'on peut le rendre pratiquement comme une arme automatique. On peut modifier les munitions, on peut les rendre plus performantes. Donc d'une arme semi-automatique, on peut se transformer soi-même directement en une arme beaucoup plus nocive et dangereuse. Et c'est là où nous, en tant qu'Européens, on a du mal finalement à comprendre et à rentrer dans ce logiciel, Jérémy Guez, de cette détention d'armes. C'est ça. Dans cet extrait, la journaliste expose la facilité d'acheter une arme comme un AR-15 légalement aux États-Unis, comme si c'était quelque chose qui était totalement impossible en France. On sait qu'il y a 300 à 400 000 armes en vente aux États-Unis, que dans certains États, il y a plus de législation autour, il faut décliner son identité, etc. Mais sinon, on peut les acheter, comme on a dit tout à l'heure, effectivement sur Internet. Alors que non, n'importe quel Français qui n'est pas inscrit au FINIADA peut se procurer un AR-15 en moins d'1 an. Par contre, pour peu qu'il trouve de la place dans un stand de tir. Et puis écoutez aussi ce qui est dit. Comme quoi c'est incroyable de pouvoir modifier une arme en mettant un point rouge ou en faisant du rechargement de munitions. Et en plus, la journaliste ajoute que ce type de modification ferait qu'une arme semi-automatique soit aussi performante qu'une arme automatique. Et surtout, ces armes à feu que l'on achète, comme cette arme-là, on peut l'agrémenter d'éléments supplémentaires. C'est-à-dire qu'on peut le rendre pratiquement comme une arme automatique. On peut modifier les munitions, on peut les rendre plus performantes. Donc d'une arme semi-automatique, on peut se transformer soi-même directement en une arme beaucoup plus nocive et dangereuse. Et c'est là où nous, en tant qu'Européens, on a du mal finalement à comprendre et à rentrer dans ce logiciel, Jérémy Guez, de cette détention d'armes. Voilà, je voulais vous mettre cet extrait juste pour mettre en évidence l'opinion qu'ont globalement les Français sur les armes. C'est un manque total de compétences. Alors c'est pas du tout une critique tournée vers la chaîne de télé en question ou la sympathique journaliste, non, c'est juste pour appuyer sur le fait de cette mauvaise information qui circule globalement dans la tête des Français. Comme quoi acheter un AR-15 serait interdit en France et d'y installer un point rouge serait un acte quasi irresponsable. Alors qu'en France, surtout depuis la création du râtelier numérique avec la détention unique, on peut acheter très facilement des fusils d'assaut ou autres types d'armes de poing en semi-automatique. Ça n'a même d'ailleurs jamais été aussi facile. Même si je sais que Reynaud pense qu'au final, l'objectif des pouvoirs publics, c'est l'interdiction totale des armes en France. Ah, ces jeunes, ils sont d'un pessimisme de nos jours. Et aujourd'hui, je voulais profiter de cette vidéo pour répondre à Reynaud. Mais t'inquiète pas, mon ami, c'est pas à nous qui parlent de retirer les armes. C'est à la police. Non, c'est vrai, il y a un mouvement politique que je nommerai pas qui parle de désarmer les policiers. Non, alors attendez... Je ne me permettrai pas de critiquer, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je fais juste une approche technique. Parce que c'est vrai, si on regarde bien de manière purement arithmétique, en 2023, il y a eu 15 personnes tuées par la police suite à des délits de fuite. T'enlèves les armes aux policiers, ça fait 0 mort. C'est mathématique, c'est indiscutable. Ben ouais, parce que les policiers, ils vont pas tuer les délinquants qui font un délit de fuite en leur balançant leur pompe à la gueule. Oui, c'est clair, avec les policiers désarmés, ça fait 0 tués par les policiers, c'est purement arithmétique, il n'y a rien à dire là-dessus. Après, je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin dans le concept. Pourquoi pas l'étendre à l'armée ? Non mais vous vous rendez compte le nombre de vies qu'on pourrait sauver avec cette idée de génie ? Désarmer l'armée. Bon, du coup, il faudra peut-être changer de nom, puisque l'armée sans armes, ça fait un petit peu con. Il faudra l'appeler la désarmée, par exemple. Oui, ça fait con aussi. Et puis j'aime autant vous dire que les gars en face, ils auraient les miquettes, en voyant débarquer nos soldats avec des Renault Kangoo et des matraques en mousse. Non mais sérieusement, si le concept fonctionne pour la police, je comprends pas pourquoi il fonctionnerait pas pour l'armée. Alors oui, je suis d'accord, il y a une petite faiblesse dans le système. C'est qu'il y a juste le problème qu'il faut que le concept soit adopté par les deux parties adverses. Non mais sérieusement, je vois mal les délinquants qui auraient ce manque total de savoir-vivre et de civisme en conservant leurs armes alors qu'en face, les policiers sont désarmés.
Après, il faut juste y mettre un petit peu de bonne volonté quand même. Mais je pense que l'idée est bonne, et sincèrement, vous me connaissez, j'ai horreur du sarcasme. Sinon, plus sérieusement, et là on revient de loin, je suis assez optimiste pour l'avenir. Déjà pour une raison simple. Les championnats, les Jeux Olympiques. Il y a plein de disciplines de tir et c'est une très bonne chose pour dédiaboliser ces sports. Par les championnats et les Jeux Olympiques, ça montre au monde que la pratique de tir n'est pas réservée à une tranche de la population qui serait gravement dérangée mentalement. Ça peut être un sport comme un autre et avec des médailles et plein de trucs positifs à la clé. D'ailleurs à ce sujet, le record du médaillé olympique le plus vieux de l'histoire des JO est détenu par un tireur sportif en balle trappe, qui s'appelle Oscar Swain, qui, à l'âge de 60 ans, en 1908, a participé pour la première fois aux JO en remportant 3 médailles. 4 ans plus tard, il remporte une médaille de bronze et une médaille d'or. Ensuite, après 8 ans d'arrêt à cause de la guerre, il participe de nouveau aux JO à l'âge de 72 ans, en remportant une médaille d'argent. Un extraterrestre, le mec. Et c'est un tireur sportif. Alors voilà, grâce à l'existence de cette discipline sportive de tir, je pense qu'on sera protégé par une interdiction totale. C'est pour ça que je reste optimiste à ce sujet, et je pense qu'on aura toujours le droit d'en posséder. Bon, maintenant on va évoquer une histoire beaucoup moins réjouissante. Je voulais vous parler du fait divers qui s'est passé dans l'Allier. Je prends cet exemple car il est récent, mais malheureusement c'est pas un cas isolé non plus. Un gars qui a pété les plombs et qui a massacré 3 personnes dans une fête d'anniversaire qui se passait à côté de chez lui. Les crimes ont été faits dans des conditions épouvantables. Les 2 premières victimes étaient le jeune qui organisait la fête pour ses 20 ans et son père. Et la 3e victime a essayé de fuir en se réfugiant dans une maison voisine et s'est fait rattraper par le tireur. Et le tireur a aussi blessé 4 autres personnes assez sérieusement. C'est une histoire totalement sordide. Et ces atrocités ont été perpétrées par un chasseur avec des armes parfaitement légales. Après, on va pas se voiler la face, il n'aurait pas pu avoir autant de victimes si le gars n'avait pas eu une arme à feu. Avec une arme blanche ou autre, il n'y aurait sûrement eu aucune victime, ou en tout cas pas autant. Parce qu'il s'est quand même attaqué à un groupe de personnes, donc dans ces conditions, même avec un couteau, il aurait pu être rapidement maîtrisé. Vous me connaissez, je défendrai toujours bec et ongle le droit à la détention d'armes. Mais là, on va pas se mentir. S'il n'avait pas eu une arme à feu, ça serait pas arrivé. Voilà, je voulais juste mettre en avant cette idée qui, c'est pour moi le type de fait divers qui nuit le plus à la détention légale d'armes. Parce qu'à mon sens, on n'a pas d'argument solide à mettre en face. Comment faire pour prévenir une telle chose? Il paraît que le gars commençait vraiment à être dérangé ces dernières années. Mais il n'allait plus voir le médecin pour sa visite médicale annuelle en tant que chasseur, puisqu'il avait arrêté de chasser. Sinon, le médecin aurait pu éventuellement le signaler. Et par contre, sachant qu'il possédait des armes de chasse, elles étaient en catégorie C, donc il pouvait les détenir chez lui à vie. Alors, j'ai pas de solution à proposer, mais avouez que c'est un cas de figure qui pose problème. Alors d'un autre côté, ils vont pondre des lois complètement insensées comme sur les fusils à pompe ou pour éviter qu'ils puissent être dissimulés facilement, la réglementation impose des canons de plus en plus longs, des crosses non réglables, des magasins de seulement 4 cartouches. Comme ça, l'honnête tireur se retrouve avec un pompe avec un canon hyper long qui est pas très esthétique, un magasin d'une capacité réduite, une crosse pas réglable qui peut pas s'adapter à sa morphologie, et le gars réglo, il s'emmerde avec toutes ces contraintes. Et le gars malhonnête, lui, pas de problème, il met un coup de scie à métaux sur le canon, il enlève la cale du magasin pour mettre 6 ou 8 cartouches, il s'achète une crosse télescopique à 15 € chez AliExpress, et voilà. Il a contourné toutes les contraintes de la réglementation. Et du coup, ces contraintes s'appliquent uniquement sur les personnes honnêtes. C'est quand même une hérésie, ce truc. Ces contraintes techniques ont été élaborées soi-disant pour éviter les drames. Alors que les seules personnes qui ne contournent pas ces contraintes, c'est les personnes qui n'auraient jamais fait de problème. Non, c'est vraiment le type de réglementation totalement dépourvu de sens. Mais au sujet de la tuerie dans l'Allier, là, ça c'est une autre histoire. Là, je vois pas bien comment prévenir ce type de drame sans pénaliser tous les tireurs et les chasseurs. On n'a pas d'argument à mettre face à des anti-armes. Bon, dernier point que je voulais aborder, c'est la tentative d'assassinat de Donald Trump. Alors au début de la vidéo, je vous ai dit que je voulais développer un aspect technique qui n'a pas trop été mis en avant dans cette histoire. Alors attention, je tiens bien à préciser que je n'ai aucune prétention, je ne veux pas traiter le sujet comme un expert en balistique, mais de manière purement pragmatique. Parce qu'on va pas se mentir, le tir à 100 mètres avec un AR-15, je suis pas le plus calé sur la question. Par contre, j'ai suffisamment de compétences pour voir la complexité technique sur les données du problème. Et d'ailleurs, en données, on a quoi? La distance de tir serait de 130 mètres. D'ailleurs, au passage, on parlerait même de 140 mètres. Ok,
Ok, c'est pas très loin, on n'est pas sur du TLD, c'est clair. L'arme utilisée, c'est un AR-15. Déjà, là, j'ai tiqué un petit peu. Un AR-15 pour tirer sur une cible humaine à 130-140 mètres, c'est pas le plus adapté. Et la troisième donnée qu'on ait, c'est l'organe de visée. C'est un point rouge. Waouh, la vache! À ce moment-là, je me suis même demandé combien de tirs il faudrait que je fasse pour arriver à toucher une cible de la taille d'une tête à cette distance. Regardez ce qu'on voit à 130-140 mètres sur une cible humaine avec un point rouge. Je vous montre les extraits de 2 Américains qui ont reconstitué la scène avec un point rouge à 130 mètres. C'est Brandon Herrera et Garand Thumb. Bon, la vache, c'est chaud comme tir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque arme a sa précision intrinsèque. Sa précision propre, disons son résultat absolu, le résultat obtenu quand toutes les meilleures conditions sont réunies. Sans aucune erreur du tireur, munitions parfaites, armes sans défaut ni usure, pas le moindre vent, et avec un organe de visée dont la précision est largement supérieure à l'arme elle-même. Alors j'ai fait quelques recherches pour connaître quelle serait la précision absolue de l'arme du tireur. Et apparemment, selon mes recherches, on serait sur une précision absolue pour une distance de 130-140 mètres qui donnerait un groupement d'un diamètre entre 12 et 13 cm. Mais là, on est d'accord, on parle d'une précision théorique. C'est la capacité de précision de l'arme, sa précision potentielle. Parce que par exemple, le youtubeur américain Garand Thumb a fait des essais avec un AR-15 amélioré, une version avec un bloc détente au top, un canon 2 Pro et plein d'autres choses améliorées. Et aussi avec une superbe lunette et un bipied. Et pourtant, il n'a pas réussi à faire mieux qu'un groupement d'un diamètre de 20 cm. Donc malgré les conditions que je viens de citer, qui sont bien meilleures que celles du tireur, on n'est pas sûr à 100% de toucher une cible de la taille d'une tête. Et dernière donnée dans l'équation, le tireur n'avait pas de bipied. Là, franchement, c'est super chaud l'histoire. Regardez dans cette vidéo, Garand Thumb a essayé de réaliser des tirs dans les mêmes conditions que le tireur. Chaud patate, non? Il a tiré 8 fois, il a touché seulement 3 fois, avec seulement 2 tirs mortels. Et le gars, c'est pas une bille en tir. Déjà, à ce moment-là, je me suis dit, la vache, c'est très très chaud. Mais il manque pourtant encore une donnée dans l'équation. Non, pas le stress, ça c'est cadeau. C'est que dans le cas de Donald Trump, la cible bougeait. Comme je vous disais, c'est ce qui me semblait avant d'approfondir ce sujet. Le tireur, il a eu une chatte de baleine bleue de pouvoir le toucher à cette distance. Et là, je parle bien de chance, car ni l'arme ni l'organe de visée avaient la fiabilité de réaliser un tir cohérent à cette distance. Regardez en face les services secrets, le matos qu'ils avaient. Là, on n'est pas du tout sur la même précision. Vous avez vu le trépied? Brandon Herrera a essayé d'effectuer un tir avec le même matos que les services secrets, et à la même distance. Oui, c'est sûr que là, c'est pas la même. On est sur une précision où le mec, il peut mettre 3-4 balles dans le même trou sans se fouler. Enfin voilà, j'avais envie de vous faire partager mon développement sur ce sujet. Eh ben, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Salut les amis!